Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans Peuple Mokonzi. On va parler aujourd'hui de la philosophie du développement, parler métaphysique de l'environnement, mais aussi éthique de l'environnement. Ça paraît comme trois sujets, mais c'est un seul sujet. On va les développer avec l'honorable Crispin Puntu Malingo dans le cadre de l'émission Peuple Mokonzi. J'ai laissé Lyon Passa. Honorable Crispin, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Vous allez bien? Très bien Madame. Honorable Crispin, vous avez choisi un sujet qui apparaît comme trois sujets, mais normalement c'est un seul sujet. Pourquoi vous avez fait les choix sur ces sujets? Merci beaucoup Madame. Je crois que nous sommes en train de suivre la logique de nos émissions passées. Nous avions parlé du développement durable dans ce plateau. La fois dernière, nous avons également parlé un peu de l'environnement, des écosystèmes. On nous a appelés de partout pour dire qu'il faut approfondir. Et cette fois-ci, nous avons préféré, en parlant du développement durable, insérer la philosophie de l'environnement. Parce qu'à la base de tout, nous pensons qu'il y a d'abord le fondement de la pensée qui sous-tend ce combat. Et le combat, c'est la crise environnementale aujourd'hui dans le monde, la crise écologique, comme on dit. Et sur base de cette crise, les gens se mettent à réfléchir comment trouver la solution à cette crise. C'est ainsi que ça mène la philosophie pour elle qui est la science de la pensée. La science de la pensée, elle s'amène pour trouver le fondement de ces solutions. Donc réfléchir sur des solutions qu'on doit donner à la crise écologique aujourd'hui. Et enfin, nous pensons également que tout le monde parle du comportement responsable par rapport à ce qui nous environne. Mais la philosophie, dans son plan éthique, va nous amener également à savoir pourquoi est-ce que l'on doit se comporter de cette manière-là face à l'environnement. Pourquoi le comportement passé nous a amené à la crise et quel est le comportement actuel qui doit être affiché et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons respecter l'environnement? C'est ça des grandes questions que nous allons poser au cours de cette émission. Pourquoi est-ce que nous devons respecter l'environnement? Parlant de la philosophie et le développement, existe-t-il une différence entre les deux? Ah oui, il y a une différence. Les deux mots, les deux concepts sont, comme on dit, polysémiques. Ça signifie que chaque concept a plusieurs sens d'interprétation, de définition. Mais en peu de mots, je peux vous définir, sans pouvoir limiter cette définition, je peux vous définir un peu la philosophie, mais aussi le développement. La philosophie a plusieurs définitions, mais dans sa définition étymologique, elle signifie l'amour de la sagesse. C'est ça la philosophie. C'est le fait de pouvoir réfléchir de manière critique sur tout ce qui nous environne. C'est ce qu'on appelle la totalité du réel. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est aussi le fait de s'acharner pour vivre dans le bonheur. Comment trouver le bonheur dans cette vie? C'est la philosophie behavioriste, comme on dit, la recherche du bonheur. Donc tout ça, il y a plusieurs définitions. Hein. Il y a aussi des définitions des philosophes africains qui ont leurs définitions. Si je prends par exemple le professeur Chamalenga Tumba qui disait que la philosophie, c'est l'ensemble des philosophies depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la philosophie. L'ensemble de toutes ces philosophies-là. Et ça, c'est la définition en ce qui concerne la philosophie. Mais le développement c'est un processus. Il faut commencer par là. Et c'est un processus illimité. C'est un trébuchement vers l'inachevé. Donc c'est ça le développement. Vous n'allez jamais achever le développement. Et allant dans ce sens-là, nous pouvons dire qu'il n'y a aucun pays qui est développé. Parce qu'aucun pays n'a atteint le bout du développement. Chaque pays continue à se développer. Il y a peut-être des écarts de développement, mais tous nous sommes en voie de développement. Et c'est le passage des conditions moins humaines
vers les conditions plus humaines. C'est cela que nous appelons le développement. Voilà un peu la différence entre les deux, la philosophie et le développement. Honorable Crispin, parlant un peu de la philosophie. Oui. La philosophie aujourd'hui est considérée comme une science des cerveaux. Alors, est-ce que... Une science de cerveau. cerveau, oui, oui. Alors, cette science, cette définition du genre, ce concept a-t-elle un rôle à jouer au développement de notre pays, la République démocratique du Congo? Oui, oui. La philosophie, beaucoup de gens peut-être pensent que c'est une science inutile aujourd'hui, mais moi je vous dis que c'est le fondement. Toutes les grandes puissances se sont développées sur base de la philosophie. Si vous prenez l'Occident aujourd'hui, il y a eu des grands philosophes qui ont conçu, qui ont développé des systèmes de pensée qui a fait qu'aujourd'hui l'Occident se développe. Donc la philosophie, revenons un peu par rapport au développement, la philosophie a un rôle à jouer, un grand rôle à jouer. C'est la science qui évite le naufrage, comment dire, le naufrage scientifique dans les domaines du développement. Parce que vous savez, quand on parle de développement aujourd'hui, on pense au calcul, on pense à l'économie, l'avancée économique, alors que le développement est global. Il est même globalisant. Il n'y a pas que l'économique, il n'y a pas que le calculable. Ce que nous faisons avec vous aujourd'hui, nous accouchons des esprits, nous prêchons les gens à s'élever. Est-ce que l'on peut calculer cela? Tout n'est pas calculable. Mais dans la manière de voir le développement aujourd'hui, la science chosifie l'homme quelque part. Et la philosophie vient justement pour recadrer le développement, pour que le développement tienne compte de l'homme et de la valeur de l'homme, pour que l'homme ne soit pas chosifié, pour que la nature non plus ne soit pas chosifiée. Et c'est ça le rôle de la philosophie. La philosophie se présente comme la sentinelle qui veille et qui éveille les gens à ne pas tomber dans la chosification de l'homme. Hier, on faisait toujours, et dans toutes les sciences aujourd'hui, on parle du sujet et de l'objet. La science, c'est le sujet, l'objet et la méthode. Et la nature est considérée dans cette science-là comme l'objet. Si vous êtes malade, le médecin qui vous opère, en ce moment-là, vous prend pour un objet de sa technique scientifique. Vous êtes une chose. Alors la philosophie vient comme éveilleur, vient attirer l'attention des gens qu'il faut faire très attention. Quand vous instrumentalisez les autres, vous les chosifiez, non, vous devez faire en sorte que, en faisant vos recherches, que vous puissiez mettre l'homme à sa place comme un sujet, mais aussi une personnalité importante à ne pas chosifier. Donc voilà, le rôle de la philosophie, c'est éveiller les intelligences à ne pas tomber dans ce naufrage où tout devient chose, où tout devient objet, où rien n'a de sens propre. Donc la philosophie nous amène à comprendre que dans l'environnement, dans la nature, il y a de la valeur intrinsèque dans ce que nous voyons. Il n'y a pas que de la valeur instrumentale, c'est-à-dire que tout ce qui est là est pour l'homme, doit servir à l'homme. Non, même l'animal qui est là a sa propre valeur et qu'il faut le respecter en tant qu'animal, pas seulement en tant qu'animal qui doit être mangé par l'homme. Et c'est ça la différence, c'est ça le rôle de la philosophie. Et comme je disais, tout n'est pas chiffrable. Et aujourd'hui, même quand on parle du développement humain, on parle des indicateurs du développement. Et tous ces chiffres, la philosophie dit non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas chiffrer. Si vous prenez le développement spirituel, comment est-ce que vous allez chiffrer ça? Impossible. Il n'y a pas d'indicateur pour chiffrer que cette personne est spirituellement en train de se développer. Parce que le développement s'étend, comme je disais, dans un sens global. Il n'y a pas que le développement économique, il y a le développement spirituel, il y a le développement mental. Et voilà, donc la philosophie est justement cette science qui vient recadrer, qui vient redresser, qui vient remettre les choses sur les rails. Quand on parle de Voilà.
Quand on parle de la philosophie, donc il y a des philosophes. Oui. Parlons des philosophes aujourd'hui. Est-ce qu'ils contribuent également à l'innovation et surtout à la découverte? Oui, oui, c'est vrai que même dans nos milieux, moi je suis à l'Assemblée nationale, un jour il y avait un débat, il y a quelqu'un qui est monté, il dit vous faites des réflexions comme des philosophes, vous ne voulez pas. Donc c'est comme si, pour cette personne-là, le philosophe c'est un rêveur, il est dans les nuages, sa réflexion ne vaut rien. Donc c'est une réflexion erronée de la philosophie. Okay. Il faudra d'abord commencer par dire que la philosophie est réellement une science. Parce que qu'est-ce qui définit la scientificité d'une science? La définition de la scientificité d'une science, c'est le fait qu'il y a un sujet pensant, donc un sujet qui réfléchit, un objet de réflexion, mais aussi une méthode à suivre pour atteindre cet objet. C'est ça la science. Et la philosophie, dans la philosophie, il y a un sujet qui réfléchit sur tout ce qui existe. Le philosophe réfléchit sur tout. Et l'objet, c'est justement cette totalité du réel. Moi, je peux fixer ma réflexion sur vous. Je peux aujourd'hui fixer ma réflexion sur l'environnement. Je peux fixer ma réflexion sur l'air, sur le feu, sur tout ce qui nous environne. Mais tant que cette réflexion, qui a un objet précis, emprunte un chemin, le chemin c'est la méthode, méthodos. Quand on emprunte un chemin, un cheminement rigoureux, c'est la philosophie, c'est la science. Donc, la philosophie se réclame aujourd'hui d'être une science rigoureuse, mais différente d'autres sciences. Okay. Mais ceux qui disent que c'est le monde des rêveurs, mais justement, la philosophie encourage le rêve. Comment? Parce que tout part de l'émerveillement, de l'étonnement en philosophie. Celui qui ne s'étonne pas ne sera jamais philosophe. Il faut vous étonner. Ici au Congo, si on diminue l'importance des philosophes, c'est justement parce que les gens ne comprennent pas, les gens trouvent tout normal. Même quand vous voyez les embouteillages, vous ne vous étonnez pas, vous n'allez jamais commencer à réfléchir pour trouver la solution à l'embouteillage. Donc il faut vous étonner, il faut vous émerveiller. Le ciel s'élève. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est étonné du fait qu'une mangue est tombée comme ça. Et là, il a découvert qu'il y a une force qui attire vers le bas. L'étonnement, l'émerveillement, le rêve est quelque chose de très important dans le domaine de la découverte et de la pensée. Et les gens qui taxent les philosophes des rêveurs, ce sont justement des gens qui sont dans un profond sommeil dogmatique. Donc, ce sont des gens qui ne vont jamais faire de découvertes parce qu'ils ne sont pas prêts à rêver. Et maintenant, l'apport, puisque vous parlez de l'apport de la philosophie dans notre société actuelle, comme je venais de le dire, la société, c'est la sentinelle de la société. Le philosophe est la sentinelle de la société. Il est en train de pouvoir réveiller les gens, à pouvoir s'étonner, à réfléchir en fond, à regarder leurs problèmes en face, à trouver de vraies solutions profondes à leurs problèmes. Donc c'est un éveilleur de la pensée. Et deuxièmement, le philosophe, ici surtout dans notre pays, crée des concepts. Je me souviens du professeur Chamalenga qui a parlé de la bissoïté. La bissoïté, c'est justement le fait de vivre en communauté. Et cela est particulièrement africain, c'est particulièrement congolais. Mais malheureusement, nous réfléchissons en philosophie dans une langue étrangère que le français. Mais nous devons créer des concepts qui sont nôtres pour nous permettre de bien nager dans la réflexion philosophique avec nos propres concepts. Et le philosophe congolais crée des concepts. Le philosophe congolais, dans l'actualité de notre pays, réfléchit aussi sur le plan institutionnel comment créer des formes de l'État, comment créer l'organisation du pouvoir dans notre pays. Et ça, c'est la philosophie politique. Comment organiser le pouvoir pour que ça marche. Est-ce que nous devons rester dans la démocratie, qui est le pouvoir
du peuple, par le peuple, pour le peuple, ou nous devons aujourd'hui, en parlant de l'environnement, aller à l'écocratie. Puisque nous parlons de l'écologie, nous faisons la promotion de l'écologie, est-ce que nous devons rester dans la démocratie ou sauter vers l'écocratie, ainsi de suite. Ça, c'est la réflexion des philosophes qui va dans le fond des choses pour permettre à la société d'aller de l'avant. Mais malheureusement, dans notre pays, malheureusement, je l'ai dit, le philosophe pleure la mort du silence. C'est négligé. Le philosophe est en train de pleurer la mort du silence et la résurrection du brouhaha. Ça signifie quoi? Ça signifie que, puisque vous parlez de l'innovation, mais l'innovation et la découverte se fait dans un état de paix et de quiétude. Quand le penseur vit dans une quiétude totale, c'est en ce moment-là qu'il fait, il dit « Eureka, j'ai découvert ». Mais s'il y a trop de bruit autour de soi et en soi, on peut être dans un milieu silencieux, mais on est dans le bruit interne. On ne saura pas découvrir, on ne saura pas faire des innovations, on ne saura pas créer. Et ici au Congo, le philosophe pleure la mort du silence. Il n'y a plus du silence, ni autour de nous, ni en nous. Et ça crée un problème. Il faudra donc que l'on réfléchisse comment mettre les penseurs congolais dans de très bonnes conditions de réflexion pour qu'ils vivent dans la quiétude extérieure et intérieure, Vous proposez afin d'être à même de produire, afin d'être à même de créer, d'innover. Mais aussi, non seulement mettre le penseur dans ces conditions, mais également honorer le fruit de la pensée. Parce qu'il y a des penseurs qui produisent. Comment on va le voir? Honorer le produit de la pensée par le fait de la promotion des œuvres de l'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le ministère des Recherches scientifiques, il y a des choses qui sont produites dans le Congo, dans notre pays? Est-ce que nous faisons la promotion du savoir congolais? Est-ce que nous donnons de la valeur à ce savoir? Est-ce que nous mettons ceux qui produisent dans des conditions de meilleure production? Est-ce que nous les honorons avant qu'ils ne meurent? Voilà tout. Mais le philosophe est là, il fait son travail, mais il faudra qu'on le mette dans des conditions de la production et de l'innovation. Parce que vous avez touché la philosophie politique. Oui. Je me repose une question. Est-ce qu'il existe-t-il aussi une philosophie de l'environnement, ou bien environnementale? Et si c'est oui, quels en sont les principaux courants aujourd'hui? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Nous étions vraiment en train de nager dans la philosophie et là, je me sentais très à l'aise parce que c'est aussi mon domaine. C'est parmi mes domaines de prédilection. Il existe une philosophie environnementale. C'est une des branches de la philosophie. Parce que la philosophie est vaste. C'est l'une des branches de la philosophie qui étudie justement d'abord l'homme dans sa nature profonde, qui étudie la nature de la nature, c'est-à-dire la nature de l'environnement, et enfin, la philosophie environnementale étudie le lien entre l'homme et cette nature-là. Quelles sont les interactions qui se font entre l'homme et la nature, comment l'homme perçoit la nature, c'est-à-dire ce qui l'environne, comment l'homme interfère avec cette nature. Est-ce que l'homme se trouve être au centre de tout ce qui l'environne, donc anthropocentrisme, ou bien l'homme se trouve membre de la communauté des vivants dans l'écosystème, le biocentrisme et l'écocentrisme. Donc voilà, c'est cette philosophie de l'environnement-là, c'est l'une des branches de la philosophie. Alors, il y a des courants dans cette philosophie de l'environnement. Le premier courant, c'est la métaphysique environnementale. Okay. Donc, la métaphysique environnementale plonge dans cette étude-là de l'homme, dans sa vraie nature, dans sa profondeur, comme disait Martin Heidegger, dans l'être en tant qu'être. La métaphysique étudie justement cet homme-là, cet être-là, au milieu des étangs, des autres êtres qui l'entourent. Et cette relation entre les deux, ça c'est la métaphysique. Mais il y a aussi l'éthique environnementale. Okay. C'est l'une des branches de la philosophie de l'environnement.
qui étudie l'agir de l'homme sur l'environnement et le respect que l'homme doit avoir par rapport à son environnement. Ça, c'est l'éthique. La valeur de l'action de l'homme dans l'environnement. Si cette action est négative, pourquoi elle est négative? Que faut-il faire pour que ça devienne positif? Ça, c'est l'éthique environnementale. Mais il y a aussi l'écoféminisme. L'écoféminisme étudie le rapport entre la domination de l'homme sur la nature et la domination de l'homme sur la femme. Est-ce qu'il y a des rapports? Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que tous les dégâts que nous avons sur l'écosystème aujourd'hui, c'est justement la pensée négative que l'homme a en tant que centre du monde. Et il agit sur tout, il détruit tout, et c'est ça qui tue. Et de la même manière, l'homme se pense être supérieur à la femme. Il peut taper sa femme, il peut répudier sa femme, il peut faire tout ce qu'il peut. Est-ce qu'il y a-t-il une correspondance dans cet agir-là, ce double agir? Et ça, c'est l'écoféminisme. Mais il y a aussi l'écothéologie. C'est-à-dire, quelle est la spiritualité qui est derrière notre comportement, le comportement de l'homme par rapport à l'environnement. Il y a plusieurs courants. Voilà, là, j'ai essayé de vous citer quelques courants pour répondre à votre question. Alors, Crispin, quel est l'historique de la philosophie Oui. de l'environnement? Oui, oui. Je dois dire que depuis que l'homme est homme, il a toujours réfléchi sur ce qui l'entoure. C'est ça déjà, de manière embryonnaire, le point de départ de la réflexion sur l'environnement, donc la philosophie de l'environnement. Et chez nous en Afrique, chez nous ici en RDC, nos ancêtres ont toujours réfléchi, ont toujours regardé avec révérence la forêt, l'eau, la terre, le soleil. Quand ils se levaient pour aller à la chasse, ils regardaient le soleil, la lune, la nuit, les enfants jouaient, les étoiles, regardaient l'environnement avec révérence. Et cette perception de l'environnement a aussi beaucoup joué sur la protection de l'environnement en Afrique et surtout en RDC. Par rapport à la vision occidentale qui a séparé à un certain moment sujet-objet. Nous prenons sur le plan historique, nous commençons déjà des réflexions par rapport à la philosophie hellénistique, c'est-à-dire la philosophie grecque. Vous avez des philosophes qui, dès le départ, se sont posé la question sur le substrat de tout ce qui existe. C'est ce qu'on disait en grec, l'hypokéimenon. Donc, le substrat de tout ce qui existe. Qu'est-ce qui fait que tout existe? Il y en a qui répondaient, il y avait Thalès de Milet qui disait c'est l'eau, un autre la terre, Anaximandre l'air, et puis quelqu'un d'autre parlait du changement. Donc, on essayait toujours de donner des réponses par rapport à l'environnement. Donc, la réflexion a commencé depuis très longtemps. À l'époque d'Aristote, par exemple, un philosophe, un grand philosophe, dans son livre aidé de la météorologie, il parlait de la sécheresse de la terre et de ses conséquences. Donc, il réfléchissait déjà bien avant Jésus-Christ sur l'environnement. Et la réflexion a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu beaucoup plus structuré aujourd'hui, où vous avez tous ces débats sur l'environnement dans la philosophie des sciences, dans la philosophie politique, où on parle de l'environnement, comment aujourd'hui signer des contrats pour veiller à ce que les dégâts ne soient pas beaucoup plus flagrants demain. Donc, vous avez dans la philosophie politique, on parle de l'environnement, vous avez dans l'épistémologie, on parle de l'environnement, vous avez dans la philosophie africaine, on parle de l'environnement. Donc, le débat environnemental est vraiment ancré dans le fond de la philosophie, dans la manière transversale dans tous les domaines de la philosophie. Voilà. Est-ce une nouvelle science qui vient de voir les jours? Non, non, et comme je venais de vous dire, ce n'est pas une nouvelle science, c'est tout simplement une branche parmi les branches de la philosophie. Voilà, ce n'est pas une nouvelle science, c'est une branche parmi les branches de la philosophie. On parle là des courants de la philosophie environnementale. Oui. Vous avez évoqué la métaphysique Oui. et l'éthique environnementale. Oui. Pouvez-vous, honorable Crispin, éclairer
les téléspectateurs et nos auditeurs sur ce point? Oui, oui. Ça, c'est vraiment le nœud. Bien sûr que tous les courants évoluent. Chacun s'intéresse à un courant où il y a interconnexion dans des réflexions dans tous ces courants. Mais tout cela, c'est la pensée sur l'environnement. Mais puisque vous m'avez demandé d'approfondir un peu sur la métaphysique environnementale et l'éthique environnementale, je voudrais vous résumer en quelques mots. La métaphysique environnementale, comme je venais de le dire, c'est la pensée en profondeur sur l'homme et sa relation avec tout ce qui l'entoure, avec la nature. C'est ça la métaphysique environnementale. Et la métaphysique environnementale s'oppose au dualisme homme-nature, c'est-à-dire la séparation entre les deux. Parce que ça ramène à ce que nous appelons l'anthropocentrisme. Ça donne plus d'importance à l'homme. Et l'homme, ayant tout le pouvoir, peut faire de la nature ce qu'il veut. Et ça, la métaphysique s'oppose à ça. Parce que c'est ça justement qui nous a conduit à tous ces dégâts que nous avons aujourd'hui. L'homme s'est considéré comme le centre du monde, ayant tout le pouvoir. Et même la Bible a renforcé cette façon de voir les choses. Parce que Dieu a créé l'homme, il lui a tout donné, il dit tu es le maître, et voilà. Et l'homme, se croyant maître, peut détruire toutes les vies en sa faveur, en faveur de son économie et de sa science. Et la métaphysique environnementale s'oppose à ça. Propose à la place du dualisme homme-nature ce qu'elle appelle l'intersubjectivité de relation entre la nature et l'homme. Ça veut dire l'homme se retrouve comme un être parmi tous les êtres, et au même niveau. Se retrouve comme un vivant parmi les êtres, dans la communauté des êtres vivants. Et dans ce sens-là, il est respecté par les autres, et lui aussi doit respecter les autres. Et ça, c'est l'apport de la métaphysique environnementale. Ça change un peu la perception des choses. La philosophie occidentale antique nous a amené ce dualisme-là, mais la métaphysique nous dit non, pas question. Pas question. Vous n'avez pas le pouvoir de tuer tous les vivants puisque vous êtes homme. Bien que vous avez la capacité de réfléchir sur les autres et de réfléchir sur vous-même, mais cela ne vous octroie pas le pouvoir de pouvoir anéantir tout ce qui est autour de vous et de nous amener à tous ces dégâts écologiques que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est la métaphysique qui s'oppose à ce dualisme et qui propose donc l'intersubjectivité entre l'homme et la nature. Et en même temps, la métaphysique environnementale insiste aussi sur un aspect très important. C'est ce qu'on appelle l'éco-émotion. L'éco-émotion, c'est justement le fait de se mettre à la place d'un autre être vivant qui n'est pas homme, mais que vous voulez tuer. Quand vous avez une chèvre qui crie avant que vous ne puissiez l'égorger, qu'est-ce que vous sentez? Il faut laisser? Hein? Est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce que vous sentez? L'homme doit atteindre un niveau relationnel profond. Vous avez aujourd'hui en Europe, on fait toujours, en parlant de l'écologie, on donne l'image d'une voiture qui arrive en toute vitesse et qui voit un lézard en train de traverser et qui freine pour ne pas tuer le lézard. C'est ça le niveau de conscience que l'humain doit atteindre aujourd'hui pour la protection de la nature. C'est-à-dire ne pas détruire pour détruire la nature. S'il faut faire détruire une partie d'un être vivant, peut-être pour sa survie, mais il faut remplacer. Il faut créer aussi d'autres conditions d'aider les êtres à se multiplier. Et c'est ça qui fera en sorte que nos enfants puissent demain se développer. Alors, du côté éthique, là, j'étais en train d'expliquer la métaphysique environnementale. L'éthique environnementale, en bref, c'est le fait de savoir que la terre n'est pas une marchandise à vendre pour avoir de l'argent. Et l'économie nous a amenés à tout chosifier. C'est-à-dire que la recherche effrénée d'argent, le calcul pour un développement purement économique vous pousse à tout détruire.
à détruire les vies autour de nous, à détruire même d'autres humains, avec toutes les guerres que nous avons aujourd'hui. On détruit même des humains pour montrer sa suprématie, pour prouver qu'on est supérieur aux autres. On tue Alors, aussi les gens pour avoir des organes à les vendre. voilà, ça c'est la science. Et la science chosifie l'homme. Aujourd'hui, à travers, vous avez le bébé éprouvette, vous mélangez le spermatozoïde avec l'ovule, pas dans le corps humain, mais dans une machine, et puis il y a un homme. L'aspect éthique qui est derrière, cet homme-là, qui est-il, qui est né d'une machine, comment va-t-il se comporter, ainsi de suite. Donc, l'aspect éthique, c'est justement le comportement, la valeur que nous donnons à l'agir humain sur l'environnement, le respect que nous donnons au comportement humain sur l'environnement. Mais ça part de la nouvelle conception que l'on doit avoir de ce qui nous entoure. Donc ça doit changer d'abord au niveau mental pour que l'on ne se considère pas comme le centre du monde, mais que l'on se considère comme la vie au milieu de vie. Et c'est dans cette intersubjectivité que l'on peut évoluer. Et c'est ça l'aspect éthique, l'éthique environnementale que nous prenons. Parce que nous parlons de la philosophie Oui. environnementale, Oui. parlons un peu de la planète. Avec Crispin, quelle urgence planétaire aujourd'hui et aussi la politique utilisée pour résoudre ce problème. Oui. Bon, la grande urgence, on en a parlé la fois dernière dans notre réflexion sur l'écosystème. La grande urgence planétaire qui préoccupe de raisonnement à travers le monde entier aujourd'hui, c'est la crise écologique. C'est la dégradation totale des écosystèmes. Et c'est le réchauffement climatique qui peut nous amener, si on y prend garde, à la destruction de la planète. Dans les jours qui suivent, ça sera peut-être nous-mêmes, nos enfants ou nos petits-enfants qui vont souffrir de cela. C'est ça l'urgence. Et quelles sont les politiques qui doivent être mises en place pour éviter cette catastrophe? On parle du catastrophe ou de la catastrophe? C'est de la catastrophe. Pour éviter cette catastrophe future, quelles sont des politiques qui doivent être rapidement mises en place? La première chose, il faut recadrer l'économie mondiale. C'est-à-dire, l'économie, la recherche effrénée du lucre, de l'argent, doit être recadrée dans le respect des écosystèmes. Il ne faut pas tout détruire pour avoir de l'argent. Il ne faut pas tout détruire pour avoir de l'or. Il ne faut pas tout détruire, toutes les vies pour avoir, je ne sais pas, des arbres, des planches. Il ne faut pas tout détruire, tout. Non. Recadrer l'économie. Il faut également repenser les finances sur le plan mondial, même sur le plan de notre pays. L'argent que nous avons, ça sert à quoi? Où est-ce que nous orientons cet argent? Est-ce que nous orientons l'argent sur le plan mondial à reconstruire les écosystèmes, à faire en sorte que nous ne puissions pas atteindre cette catastrophe qui va arriver, ou nous orientons l'argent à l'achat des armes pour nous détruire mutuellement et continuer à avancer vers cette hécatombe? Il faut recadrer les finances. Il faut également repenser la relation sujet-objet, comme je venais de dire. Il faut de l'intersubjectivité. Il faut changer les choses. C'est-à-dire que s'il y a des réformes économiques qui ne sont pas suivies des réformes mentales, il n'y a rien qui va changer. Rien ne va changer. La réforme doit être d'abord à l'intérieur de l'homme afin de pouvoir amener justement les réformes économiques à leur fin. Si c'est le contraire, c'est-à-dire le développement vient d'abord de l'esprit et ça s'implémente sur la matière. Pas le contraire. Le développement ne part pas de la matière vers l'esprit. Et ça, c'est la philosophie qui vous amène à comprendre ça. Et voilà, il faut punir les crimes d'écocide, je l'avais dit la fois passée, hein, parmi les solutions politiques des pouvoirs publics doivent donner à cette crise.
il faut punir l'écocide, c'est-à-dire toute personne qui détruit la nature doit être punie et de manière sévère pour faire attention que cela ne puisse pas arriver prochainement. Et enfin, il faut impliquer la jeunesse dans ces combats. Pourquoi? Parce que nous avons dit le développement, pour qu'il soit durable, il doit faire attention à la vie des générations futures. Et la jeunesse, c'est elle qui va déjà commencer à souffrir des dégâts écologiques. Elle doit être impliquée dans ces combats pour qu'elle aussi puisse travailler, préparer ses enfants à s'impliquer dans ces combats pour nos arrière-petits-enfants, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans cette hécatombe chaotique et écosystémique. Merci beaucoup, honorable Crispin. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Nous allons déjà vers la chute. Honorable Crispin, avant de chuter, on entre un peu sur la question de la Mongala, une question institutionnelle ou politique. À la Mongala, il y a eu des réquisitoires pour le vice-gouverneur qui venait d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il y a eu également la déclaration du caucus des élus nationaux. Il y a également une déclaration pour les élus provinciaux, également l'intervention du vice-gouverneur, le point de presse. Vous étant notable de la Mongala et surtout l'un du caucus, vous êtes impliqué. Quel est votre point de vue sur ces trois déclarations et sur le réquisitoire? Oui, je donnerai un point de vue global, puisque vous le dites, je suis notable. Et en tant que notable, le notable fait tout pour garder la paix. Le notable se jette dans l'eau, toujours pour l'intérêt général. Toujours. Chez vous, les Ngombe, on dit beaucoup mouyogu. Ça signifie la notabilité, c'est une charge très profonde. La notabilité, c'est la mort. Dans la traduction littérale, la notabilité, c'est la mort. Beaucoup mouyogu. Je dois dire que dans toute société, dans toutes les provinces pratiquement, il y a toujours trois sortes de personnes. Trois groupes, trois types de personnes. Le premier type, ce sont des personnes qui aiment la paix, qui veulent le bon fonctionnement des institutions, qui veulent la stabilité provinciale, qui veulent le développement, qui veulent que ça marche réellement. Il y a ce premier groupe-là, qui sont des légalistes réellement, qui veulent que les institutions marchent selon les lois de la République et les normes établies. Le deuxième groupe, c'est le groupe des gens qui s'engraissent dans l'instabilité, c'est-à-dire qui veulent pêcher dans l'eau trouble, qui créent du désordre pour que là-dedans, ils puissent se retrouver. Parce que s'il y a de l'ordre, ils vont maigrir, parce qu'ils n'auront pas ce qu'ils doivent avoir quand tout va dans la paix. Ils sont là. Et ils sont toujours prêts à créer du désordre pour s'engraisser, pour devenir trop gros, pour avoir tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est le deuxième groupe. Et le troisième groupe, malheureusement, c'est le groupe des chauves-souris, c'est le groupe des caméléons, qui changent de position à tout moment, qui mangent à gauche et à droite, à un certain moment, ils disent qu'ils veulent la paix, et à d'autres moments, qui ne disent rien, mais qui sont dans la déstabilisation, et que chacun se pose des questions, là où il se trouve réellement par rapport à ces trois groupes. Quant à donner ma position est celle de notre caucus. Je suis le rapporteur du caucus. Nous avions dit ceci. Moi-même étant victime de la rupture de mandat. Moi, je fais 1 année, 8 mois comme gouverneur. D'autres ont fait 2 ans. J'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Essayons de faire en sorte que ceux qui gèrent puissent gérer pendant 5 ans pour que nous puissions voir si le retard de la province provient de la séquestration, ça provient du fait que le mandat soit disséqué et que le gouverneur n'a pas le temps de terminer sa vision. On s'est attendu comme ça au début de la législature et on a dit nous soudons, nous resserrons les rangs, nous soudons l'unité de la province et nous marchons ensemble avec
toutes les institutions provinciales pour atteindre cet objectif et voir ce que ça va donner. Faire cette expérience-là. Et nous sommes restés sur cette ligne-là. Vous avez vu, nous avons participé à la réconciliation du gouverneur de son vice-gouverneur. Nous les avons appelés au niveau du caucus. On a donné des conseils au gouverneur et au vice-gouverneur. Et nous étions francs dans ces efforts-là. Et après, nous avons fait notre déclaration. La déclaration que nous avons faite était une déclaration de pacification, de la recherche de la paix profonde, pour que finalement l'argent serve à la construction de la province, que ça sert au développement de la province. Mais malheureusement, comme vous le savez, si vous entrez pour séparer les gens qui se battent, faites attention, vous pouvez sortir avec un œil crevé ou avec une déchirure sur votre visage. Et c'est ce qui nous arrive un peu de temps en temps, mais cela ne peut pas nous interdire de continuer à chercher la paix dans la province. Nous allons, en tant que caucus, continuer à éteindre le feu. Pour ceux qui sont d'accord, pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais nous, c'est la province, nous voulons la paix de la province pour que ça marche. Voilà la position du caucus. Merci beaucoup, honorable Crispin Goundou Malengo. Merci également à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. On parlait de la philosophie du développement, métaphysique de l'environnement et éthique de l'environnement. C'était ça notre sujet du jour dans le cadre de l'émission Peuple Mokonzi. Alors, honorable Crispin, un mot de la fin, on se sépare. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Merci à vous tous qui nous écoutez. Le grand lion, fils de l'eau, de la terre, de l'air et du feu, vous demande pratiquement 3 choses aujourd'hui. La première des choses, il faut que nous puissions honorer la pensée profonde. Nous devons honorer la pensée profonde. Honorer également les penseurs, nos penseurs dans notre pays, parce que c'est ça le soubassement du développement. Mais nous devons, en fin de compte, si nous mettons les penseurs dans la condition de la production des meilleures pensées, il faut également promouvoir le fruit de la pensée, c'est-à-dire les œuvres de l'esprit. Il faut le promouvoir. Il faut que le pouvoir public qui m'écoute, tous les responsables, les ministres et tout ça, puissent donner de la valeur à la production de l'intelligence congolaise pour que nous puissions également avancer. Vous savez, à tous les niveaux, si nous voulons aujourd'hui commencer à fabriquer des armes ici, pour défendre notre pays, comme nous avons toujours dit, nous devons toujours être prêts pour la guerre. Nous devons faire en sorte que nos penseurs travaillent pour la production des armes ici, à partir de tout ce que nous avons. Nous pouvons produire nos batteries électriques ici, parce que ceux qui viennent acheter du cobalt et tout ça ici chez nous, c'est pour en fabriquer chez eux. Mais nous ne sommes pas des sous-hommes, des moyens humains pour le produire ici. Donc voilà brièvement, je nous invite à travailler. Évitez le bruit, fouillez les bruits, et fouillez les producteurs de bruit. Restez, aimez le silence, aimez l'état de la concentration, parce que c'est là où vous serez capable de produire et de faire de l'innovation. Merci beaucoup, aimez la production, aimez de produire. On se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lion, combat, lion, victoire, lion, développement. Écoutez, Espérant, la voix qui caresse, chante hymne des lions. Nyamane Tumba.